l'IA allait remplacer, et est déjà en train de remplacer. Demain vont se créer des entreprises, des sortes de flash organizations qui vont être des vrais business où il n'y aura peut-être aucun salarié dedans. Il y a beaucoup de débats en France sur le fait que l'intelligence artificielle va nous remplacer. Ce sont des gens qui utilisent l'intelligence artificielle qui vont remplacer des gens qui n'utilisent pas. Il n'y a pas de retour en arrière possible. La technologie, elle est là, la boîte de Pandore, elle a été ouverte, et on ne fera pas re-rentrer le génie dans la boîte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Time. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Carlos Diaz. Pour te présenter rapidement, tu es multi-entrepreneur, tu as lancé beaucoup de projets, dont 2 boîtes que tu as déjà vendues. Ouais. Investisseur aussi depuis plusieurs années. Ouais. Aujourd'hui, tu occupes l'essentiel de ton temps sur un média en partageant des insights sur l'écosystème tech en étant présent physiquement dans la Silicon Valley. Ouais. Ton média s'appelle Silicon Carnet, Ouais. tu es présent sur YouTube, les plateformes audio et tu as une newsletter. Ouais. Donc pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien en description bien sûr. Et l'idée de ce format, c'est un peu particulier puisque d'habitude on reçoit des experts et entrepreneurs dans l'IA, pas une spécialisation. Je suis pas un expert. Tu n'es pas un expert IA, Ouais. mais du coup on va pas parler de cas concrets sur l'IA, mais plutôt des tendances que toi tu observes déjà dans la Silicon Valley. On va aborder du coup pas mal de thématiques. La première thématique assez classique qui concerne beaucoup de personnes, ceux qui nous regardent, que ce soit dirigeants ou collaborateurs, c'est l'impact de l'IA au travail. Ouais. Il y a pas mal en France en tout cas, on a ce discours de, pour l'instant, dire que l'IA, ça reste un outil au service des collaborateurs, que ça ne vient pas remplacer la personne au travail. Ouais. Ça vient booster plutôt et gagner en productivité. C'est un discours qui est pour l'instant assez neutre, mais Politiquement correct. Politiquement correct, ouais. Ouais. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus? Parce qu'on sait qu'on va aller de plus en plus vers une automatisation et parfois des remplacements. Ouais. On le voit déjà. Hein. J'ai fait une émission il n'y a pas longtemps sur Silicon Carnet, justement, où on parle du grand licenciement. C'est-à-dire que le secteur de la tech aux États-Unis, dans les 3 dernières années, a licencié 386 000 personnes. Alors, il y a des facteurs, bien évidemment, économiques. Il y a eu le Covid aussi, la fin du Covid. Mais on ne peut pas mettre de côté non plus l'impact de l'IA. Il est réel, en tout cas dans la Silicon Valley. Et je pense qu'ils ont ça tient aussi à la culture américaine, une approche beaucoup plus détendue de la chose. Le monde du travail est pas le même aux États-Unis qu'il est en France. La place du travail n'est pas la même. Il y a beaucoup plus de liquidité dans le travail aux États-Unis qu'il y en a en France. Ouais. Mais je pense que l'IA a un véritable impact et que les Américains, et surtout dans le secteur de la tech, ont compris que l'IA allait remplacer, et est déjà en train de remplacer pas mal de monde. Je recevais Florent Breton, un Frenchie basé à SF, qui monte une boîte dans le domaine de l'AI qui s'appelle Lindy. Si tu vas sur son site web, il t'explique que leur boulot, c'est de remplacer les salariés. Ouais. Il y a pas de... il y a aucune... personne s'en cache. Ouais. Et quand tu discutes avec lui, il t'explique que sa vision du monde, c'est que demain vont se créer des entreprises de façon complètement spontanée, des sortes de flash organizations, comme on dit aux États-Unis, qui vont être des vrais business où il n'y aura peut-être aucun salarié dedans. Je pense que l'image qui est assez intéressante et qui n'est pas du tout tabou dans la Silicon Valley, c'est de considérer demain le business un peu comme un énorme jeu, okay. Comme quand tu joues à, je sais pas moi, Civilization ou un truc comme ça, et que tu vas monter des boîtes comme tu monterais une boîte dans Civilization ou dans un jeu XY online, et que tu vas avoir des personnages dans ta boîte, comme dans un jeu vidéo, qui vont bosser pour toi. Ouais. Et on pourrait même imaginer, si on pousse le curseur encore plus loin, que le jeu lui-même soit capable de créer ses propres business. Donc on est dans ce paradigme-là, c'est-à-dire que les Américains ont compris dans la tech qu'il y a un grand remplacement. Il y a certaines fonctions qui commencent déjà à être sérieusement remplacées. Tout ce qui est support client, des choses comme ça. Ouais. Ça a déjà commencé. Mais aussi les développeurs, certains codeurs. Alors, le net, c'est intéressant. Il y a eu 386 000 licenciements. Mais en même temps, le net reste positif. Donc, il y a eu aussi un déplacement un transfert de valeur. de transfert de... Oui, certains profils ont disparu. Okay. Mais ils ont été remplacés par d'autres profils. Par exemple, tout ce qui est DevOps, tout ce qui gère l'infrastructure, notamment l'infrastructure IA, les postes ont explosé. Ouais. Et puis, bien évidemment,
tout ce qui est développeur IA. Donc maintenant, quand on dit un développeur IA, mis à part des sortes de grands chercheurs, scientifiques, mathématiciens qui bossent, eux, sur les modèles, sur les large models, le développeur IA, c'est juste un développeur normal. Hein. Ouais. C'est tout. C'est un développeur normal qui a peut-être eu une curiosité pour ce sujet de l'intelligence artificielle plutôt que les autres, et qui accepte aussi de modifier la façon dont il a de coder, parce que un développeur classique, il code de façon très déterministe. En gros, if, that, machin, avec des conditions, et le résultat, il le connaît. Ouais. C'est-à-dire qu'il va déterminer un scénario, il va coder ce scénario dans l'objectif d'obtenir un résultat particulier. Et je pense que le développeur IA, il travaille avec un modèle où il va prompter en fait une intelligence artificielle, mais le résultat est indéterminé. Et donc je pense que c'est une approche beaucoup plus presque scientifique, presque comme un biologiste qui fait des essais, qui est assez troublant dans la manière de coder aujourd'hui quand on utilise l'intelligence artificielle, c'est qu'on va faire des hypothèses. Et on va lancer ces hypothèses, ces tests à travers l'intelligence artificielle et essayer de comprendre des résultats qui sont complètement aléatoires. Ouais, parce que c'est vrai qu'en France, on a parfois tendance à se dire qu'on a beaucoup d'ingénieurs qualifiés, mais c'est bien de rappeler qu'aujourd'hui, pour utiliser l'IA dans une entreprise ou même lancer une boîte sur l'IA, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur très avancé. Les modèles d'OpenAI, autres propriétaires ou open source, Llama, Mistral, ils sont quand même utilisables facilement par un développeur lambda. Mais par contre, il y a beaucoup une grosse curiosité à avoir pour expérimenter, itérer. Tu as parlé de l'acceptation aux États-Unis et en Californie de cet impact que va avoir l'IA. En termes d'adoption, je serais curieux de savoir, aujourd'hui en France, l'adoption, elle est plutôt progressive. Il y a beaucoup d'acculturation d'entreprise avec des formations présentielles sur les choses. Ça peut te paraître dingue, ce format-là. Comment ça se passe aux États-Unis et c'est quoi le niveau d'adoption c'est quoi pour que les employés s'y mettent et pour que les boîtes en général s'y mettent, c'est quoi leur stratégie? Et moi, je pense qu'en France, les gens pensent qu'ils ont encore le choix. Ouais. Donc, ils se disent, ouais, il faut que je fasse une formation, je ferai ça le prochain trimestre ou l'année prochaine. J'ai le temps. Je vous le dis, vous n'avez pas du tout le temps. Si vous commencez déjà à vous poser cette question-là, c'est que vous êtes déjà en retard. Une phrase que j'aime bien expliquer aux gens quand ils doutent par rapport à cette intelligence artificielle, je pense que c'est aussi dû à notre modèle culturel français où la France, on est drivé par la morale. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Il y a plein de questions qu'on peut se poser par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Les Américains, eux, s'encombrent peu de la morale. Ce qui drive les Américains, c'est le légal. Est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est pas autorisé? Et ce que j'explique souvent, c'est que il y a beaucoup de débats en France sur le fait que l'intelligence artificielle va nous remplacer. C'est pas du tout le cas. L'intelligence artificielle ne va pas venir nous remplacer. Elle n'a d'ailleurs pas du tout cette intention. Mais ce qui va se passer, c'est que ce sont des gens qui utilisent l'intelligence artificielle qui vont remplacer des gens qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle ou qui refusent d'utiliser l'intelligence artificielle ou qui sont en retard sur l'adoption de l'intelligence artificielle. Donc la vraie question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ça va se faire avec vous ou est-ce que ça va se faire parce que ça va se faire, ça va avoir lieu. On est face à un point d'inflexion stratégique, il n'y a pas de retour en arrière possible. La technologie, elle est là, la boîte de Pandore, elle a été ouverte, et on ne fera pas re-rentrer le génie dans la boîte. Ça, c'est absolument certain. Donc, je pense que les Américains qui comprennent où la liquidité du travail, où on peut se faire virer très rapidement et être remplacé, et ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Des gens se sont fait remplacer avant par d'autres technologies. Par d'autres technologies. Si on prend un exemple, par exemple, avec un expert comptable, un contrôleur de gestion, il y a eu une époque où les gens te disaient « Non mais attends, mais moi j'ai ma comptabilité sur un grand livre, tu regardes, j'ai mon super bon cahier, je suis super bien organisé, je fais mes marges, là tu vois j'ai mes trucs, nanana, nanana. »
Et puis et moi, Excel, j'en ai pas besoin. Combien aujourd'hui il y a des comptables qui utilisent un grand livre de compte non, ils ont été remplacés par des gens qui utilisent Excel ou qui utilisent du logiciel. Et c'est pas Excel ou c'est pas ces logiciels qui ont voulu remplacer les comptables, mais ces comptables qui ont adopté ces nouvelles technologies ont remplacé naturellement ceux qui étaient restés sur le stack d'avant, sur le stack technologique précédent. Il va se passer exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Je pense que les Américains, parce qu'ils se sont fait déjà avoir plusieurs fois par le passé, et que ça a des conséquences aussi très importantes sur leur vie, parce qu'aux États-Unis, si tu bosses pas, tu meurs, tu te retrouves dans la rue, et qu'ils n'attendent pas à ce que l'État les sauve ou que la boîte les forme, ils se mettent à jour très rapidement. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent démontrer d'abord à leur employeur, à eux-mêmes, à la société, à leur famille, qui sont à jour. Donc ils font l'update logiciel très très rapidement. Comment ils le font ? Ils n'attendent pas à ce que l'employeur leur apporte des formations, des trucs comme ça. Il n'y en a aucune formation présentielle Je pense que ça doit exister dans certains grands groupes. Mais c'est très, très autonome. C'est-à-dire les gens... on l'a vu quand ChatGPT est arrivé. La courbe d'adoption de ChatGPT, elle était essentiellement américaine au départ. 5 millions d'utilisateurs en moins de 7 jours. Aujourd'hui, on doit être à 250 ou quelque chose comme ça, un peu plus même. Actif. Donc, ça montre bien que les gens ont compris à la fois l'opportunité et la menace que représentait cet outil-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont mis à l'utiliser. Et ils ne se sont pas arrêtés en se disant « Ouais, j'ai commencé à l'utiliser, ça déconne à mort, c'est pas au point, etc. » Non, oui, ça déconne, oui, c'est pas au point, mais à la vitesse où les choses sont en train de se passer, ça va vite être au point. Et quand on regarde ChatGPT aujourd'hui, et on va fêter là bientôt les 2 ans de ChatGPT, l'évolution entre ChatGPT 3 et aujourd'hui, colossale. Et tu sais, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la loi d'Amara, qui est une loi qui est très intéressante dans la technologie, où les gens ont tendance à surestimer l'impact de la technologie sur le court terme. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils en ont peur. Ils se disent, ou qu'ils sont très enthousiastes. Donc, tu as 2 catégories de personnes. Tu as les doomers qui disent non, c'est terrifiant tout ça, il faut arrêter, il faut faire une pause. Ou les accélérationnistes qui, parce qu'ils sont dans la loi d'Amara où ils considèrent que sur le court terme, il va se passer énormément de choses. Et en fait, généralement, on surestime l'impact de la technologie sur le court terme, mais en fait, on sous-estime son impact sur le long terme. On est un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, les gens surestiment cet impact qui leur fait peur. Il y a un véritable problème en France par rapport au progrès, l'acceptation du futur. Je pense que les Américains ont les Américains ont une vision beaucoup plus émerveillée du futur, une confiance beaucoup plus forte dans le futur. Et avec ce qui vient de se passer cette semaine avec SpaceX, là, ils sont regonflés à bloc, l'American Dream, on est au top on est capable de faire des choses absolument extraordinaires. Le futur nous ouvre les bras et on est les meilleurs. En France, sur l'IA, parce qu'il y a quand même certaines entreprises qui réussissent à adopter l'IA en interne. Qui mais il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que les retours d'expérience sont pas forcément partagés. Donc ils font ça en secret. Non, mais parce que en fait, il y a une utilisation qui est Non, mais ils ont peur des syndicats. Non, mais qui est aussi légère. Il n'y a pas de transformation de département, d'impact, et ça va pas être. En fait, c'est le politiquement correct. Ça va pas être scandé dans les médias. On a réussi à, comme Klarna a pu le faire, on a réussi à transformer notre support client grâce à l'IA. Cette un peu vague de transformation, d'automatisation, est-ce que toi, tu la vois déjà dans certaines boîtes aux US, dans la Silicon Valley ? Oui. Est-ce que cette logique vraiment d'être dans l'automatisation et se dire, OK, là où on peut faire des gains, on fait des gains et il y a des gens qui sautent. Ouais, bien sûr. Et je vais pas parler d'exemples de tech, mais vraiment t'as par exemple une boîte comme L'Oréal aux États-Unis. Alors je sais pas, c'est une boîte française, mais ils ont des milliers, des dizaines de milliers de produits
ils utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle pour mettre à jour leurs produits, faire de l'A/B testing sur la description de leurs produits sur les plateformes online. Tout ça, c'était des trucs que les gens faisaient avant à la mano. Ouais. Mais quand tu as des dizaines de milliers de références, c'est très très difficile à faire. Enfin, qui peut penser que demain, on va continuer à avoir des gens qui vont rédiger à partir d'une feuille blanche des manuels de documentation d'un aspirateur? Ah ouais. Mais c'est absolument... Enfin, si on pense que ce monde-là va continuer à exister, encore une fois, on est le comptable avec son grand livre de comptes. Non, c'est pas possible. Donc, bien évidemment. Alors, est-ce que la personne qui aujourd'hui rédige ce manuel d'aspirateur, est-ce qu'elle va disparaître? Mais non, personne va venir la kidnapper pour la mettre devant un peloton d'exécution. Non, mais elle va faire autre chose. Elle va relire ce que l'intelligence artificielle a fait. Ouais. Au lieu de faire un manuel par semaine, elle va en faire 10. Voilà ce qui va se passer. Mais si elle ne maîtrise pas ou si elle n'accepte pas l'usage de cette technologie, oui, on va la foutre dehors. Parce que les gains de productivité sont tels que le coût de la mettre dehors va être amorti très rapidement. Ouais. C'est plus rentable. Ouais. Mais par contre, parce qu'il y a aussi cette sorte de paradigme, de pensée qu'on va avoir beaucoup plus de temps et que tout d'un coup, on va aller, je sais pas moi, chercher des champignons, faire des poèmes, se mettre à la guitare ou des trucs comme ça parce que l'IA va nous remplacer dans le travail. Bon, d'abord, mais la nature humaine n'est pas du tout faite comme ça. Ouais, qu'on va gagner en confort. Mais non, mais pas du tout. D'abord, en plus, moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'intelligence artificielle, elle fait ça aussi. C'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus créative. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne nous remplace pas que sur des tâches idiotes. Elle est capable aussi de faire des choses presque artistiques, presque créatives. Et ça, c'est plutôt inquiétant parce que... bon, mais qu'est-ce qui va se passer? Normalement, l'être humain normalement constitué, après ce gain de productivité, va produire plus. Ouais. Mais, par exemple, là, tu parlais de licenciement, que les boîtes ne s'embêtaient pas à licencier. Mais c'est vrai qu'il pourrait être dans une logique. Maintenant, il y a un transfert de valeur. C'est l'IA qui fait ce que tu faisais. Tu as une connaissance de l'entreprise. Donc, on va te former en interne pour que tu bascules sur un nouveau poste. Alors après, forcément, c'est compliqué parce qu'il faut former la personne. Il faut lui proposer, en tout cas en France, comme ça, la transformation de département, faut la personne peut l'accepter ou le refuser. Et donc, mais là, tu parles des grands groupes quand même. Oui, des grands, ou même en vrai dans une start-up. Une start-up de 20, 50 salariés. Si demain, par exemple, la personne qui travaille côté SEO devait produire des articles de blog en grande quantité chaque semaine et du contenu divers après pour recycler cet article en d'autres formats, elle gagne énormément de temps. Ouais. Donc, soit elle fait 2 fois plus, soit elle va peut-être aider, travailler avec d'autres départements le département marketing pour faire d'autres formats. Ouais, tu dis un truc super intéressant, là, en fait, c'est que ces dernières années, on a formé les gens pour qu'ils deviennent des spécialistes. De façon très verticale, dans des organisations d'ailleurs très matricielles. Je pense que l'intelligence artificielle nous permet de redevenir généraliste. C'est-à-dire qu'on va avoir des organisations autour de projets où un individu va être capable, dans la même journée, de faire du code, du marketing, peut-être même de la finance, grâce à l'intelligence artificielle. Là où hier, toi, tu fais le code, ensuite le marketing prend le relais et c'est une autre personne qui va faire toute la partie messaging, machin, tout ça. Et puis l'impact sur le P&L en fait, de l'entreprise, c'est le département financier qui va regarder ça. Et à chaque fois, c'est des personnes différentes. Et je pense que ce qui va se passer grâce à l'intelligence artificielle, c'est que les entreprises vont construire des agents sur chacune de ces fonctions-là, et que le codeur, une fois qu'il a fini sa feature, par exemple, qu'il a développé une feature, va pouvoir activer un agent à base d'intelligence artificielle pour lui dire, voilà, moi j'ai codé ça, ça permet de faire ce truc-là, et que l'agent, lui, a le contexte du produit et va être capable de sortir le blog post qui annonce et que le codeur, lui, il sait pas écrire. Ou les trucs barbants, la documentation interne. La documentation, il va mettre à jour la doc du produit, il va envoyer un mail aux utilisateurs en leur disant voilà, la feature a été déployée, tout ça. On va avoir des gens qui vont être capables d'activer en fait tout ça. D'abord, ça va aller beaucoup plus vite parce que organisationnellement,
On n'a pas à passer de département en département et jouer le jeu du téléphone arabe. Voilà. Et en plus, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde, et de la même façon, de l'autre bout de la chaîne, ce directeur financier va être capable aussi de coder certains trucs et de ne pas avoir à repasser par le codeur. Donc en fait, on va passer de gens qui vont devenir très généralistes et qui vont lancer des projets et qui vont être beaucoup plus autonomes dans leur métier et beaucoup moins dépendants des autres personnes dans l'organisation. Et on va voir émerger des profils un peu entrepreneuriaux à l'intérieur de la boîte en disant OK, je te donne ce projet-là et tu as tous ces agents intelligents qui peuvent bosser pour toi. Bien évidemment, s'il y a un problème, tu lèves la main. Mais tu es autonome. Ces agents ont aussi des garde-fous et donc ça implique un contrôle. C'est hyper intéressant cet aspect généraliste et ça permet aussi d'avoir cette transition sur la possibilité, le mythe de Sam Altman de la billion-dollar compagnie en solo, peut-être c'est cette explosion, je ne sais pas si tu le ressens déjà, des solo founders. Bien sûr. Mais dans la Silicon Valley, c'est vrai que avant, être solo founder, c'était un peu un red flag pour un VC, en se disant, moi j'investis dans une équipe avant tout. Comment tu vois cette émergence-là et cette imbrication avec les investisseurs ? Est-ce que vraiment tu crois à cet avenir possible d'une personne qui est beaucoup plus généraliste ? C'est vrai qu'il y a cet accès au savoir maintenant avec les modèles d'IA, qui est ce coût de l'intelligence qui a baissé, qui permet à n'importe qui d'avoir des notions de produits, tech, commercial. Est-ce que c'est possible C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, oui. C'est déjà le cas. C'est-à-dire que tu as aujourd'hui, toi, tu es un peu dans la tech et dans le produit. Un de mes potes, c'est Lenny à San Francisco, qui a cette newsletter sur toute la partie produit. Lenny Raczynski, qui était l'ancien product lead de chez Airbnb. Lenny, il a un podcast, une newsletter et maintenant une chaîne YouTube. Il bosse tout seul. Tu sais combien gagne Lenny par an ? Non, l'ordre de grandeur, non, je sais pas. 1,2 million par mois. 1,2 million par mois, ok. Ce mec fait 15 millions tout seul par an. Oui. Après, sa newsletter a beaucoup de succès. Mais tu crois qu'il n'utilise pas l'intelligence artificielle pour rédiger sa newsletter ? Il est tout seul, donc il ne peut pas tout faire. Donc il utilise à mort tous les produits, que ce soit... bien évidemment, l'IA ne décide pas de quoi il va parler. L'IA ne s'auto-prompte pas. Alors peut-être qu'on y arrivera bientôt. Pour l'instant, mais déjà, quand tu vois qu'un gars tout seul est capable de générer, de créer ce niveau de contenu, qui est en plus un contenu très haut niveau, et cette capacité de production de contenu, et cette capacité à générer du business et à faire du chiffre comme une PME. Comme une PME, je ne sais pas s'il est tout seul, mais au pire, ils sont 3, quoi. Tu vois ? Et je pense que les 2 autres, c'est des freelances, quoi. Tu vois ? Il a peut-être un monteur. Tu vois, il a peut-être, j'en sais rien, quelqu'un, une assistante, je sais même pas, mais bon. Là, c'est... Ou MrBeast, regarde MrBeast, c'est déjà $1 billion business. Oui, après, là, c'est des personnes qui sont bootstrappées, donc qui ne vont pas chercher à lever des fonds. Est-ce que l'avenir, justement, ça va être plus des entreprises comme ça qui ne vont pas chercher à lever des fonds, en tout cas au début, et à un moment donné, s'ils veulent aller plus loin, scaler, ils vont aller chercher des fonds, et du coup, c'est quoi ton hypothèse là-dessus ? Tu fais une bonne hypothèse là. C'est-à-dire que moi maintenant, je suis un vieux de la vieille. Je suis un gorille cendré, quoi. Je suis un silverback, quoi. Donc j'ai commencé dans la tech en 96. Je faisais en fait, si je regarde. En 96 à Limoges. À Limoges. Ok. Et j'étais pas dans la tech de la porcelaine. Tu vois, c'était pas ça mon business. Mais à l'époque, en 96, tu voulais monter un logiciel, ça coûtait $5 millions. Parce qu'il te fallait des profils très particuliers, qui étaient rares. Il y avait très peu de développeurs. Il te fallait tout redévelopper from scratch. On n'avait pas l'open source. Quand tu avais besoin de services externes, tu devais les développer toi-même. On n'avait pas le SaaS, tu vois, qu'aujourd'hui, il te permet d'utiliser des API en SaaS, des choses comme ça. On n'avait pas le cloud, donc il fallait monter nos propres serveurs, héberger et créer notre propre infrastructure. Okay, donc bref, tu avais un CAPEX
énorme. Et si tu voulais créer un service logiciel online, ça coûtait 5 millions de dollars. L'open source s'est démocratisé. Le cloud est devenu une norme. On a eu de plus en plus de services SaaS disponibles où on pouvait utiliser pour le paiement, je vais prendre Stripe, machin, je vais pas redévelopper ma propre solution de paiement, de trucs comme ça. Et ce qui valait 5 millions de dollars, s'est mis à valoir 500 000. Ouais. Et tu as des boîtes, notamment, qui l'ont très très bien compris, comme Exa, par exemple, qui ont créé des studios, qui ont mutualisé une sorte de recette et qui, en utilisant tous ces services, sont capables de lancer des boîtes, peut-être pour 500 000, voire moins. Ouais, okay. Que de l'OPEX. Exactement. Aujourd'hui, on est dans l'intelligence artificielle arrive. Il y a aussi tout le phénomène du no-code qui était déjà là en train de grenouiller sous terre et qui, avec l'IA, bien évidemment, déploie ses ailes. Et je pense qu'on est à un stade aujourd'hui où ce qui valait 500 000 il y a 10 ans vaut aujourd'hui 50 000. Tu peux, avec 50 000 balles, monter un service online. Super exemple, Submagic, que moi j'utilise pour faire mes shorts et des trucs comme ça. Le mec aujourd'hui il fait 1 million de revenus par mois, quoi. En SaaS, il n'a jamais levé une thune, il a bootstrappé tout son truc tout seul. C'est remarquable ce qu'il a fait. Bon, voilà, je pense qu'avec 50 000 balles, pour financer quelques mois de développement, voilà. Et je pense que ce prix-là, dans les 10 années qui viennent, va tomber à zéro. Okay. Donc, ça pose la question, on n'a plus besoin des VC. Et je suis un VC, je suis un investisseur. Mais pour je pense, commencer. Voilà. Et comme la même façon qu'on a vu des investisseurs se positionner sur ce qu'on appelait le pré-seed, le seed, parce qu'on pouvait développer des business finalement avec peu de capitalisation au départ, on va tomber à un stade où c'est zéro. Et que des gens vont être capables de bootstrapper des business, de coder des trucs qui ne seront pas hyper scalables. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir des boîtes se créer avec rien, qu'avec du temps et de l'énergie. D'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est un peu comme les youtubeurs. J'en suis un, t'en es un. Moi, je suis frappé de voir que les gens qui lancent des chaînes YouTube, c'est-à-dire toi et moi, ne sont pas forcément les gens les plus smart. Moi, je ne me considère pas comme le mec le plus smart dans le domaine. C'est simplement des gens qui ont soit plus de temps que les autres, ou qui ont décidé de consacrer plus d'énergie que les autres, que ceux qui sont smart, et qui donc prennent des places aujourd'hui, et des places qui vendront très cher demain. C'est la même chose dans le business, dans les boîtes. On a des gens comme ça qui, parce qu'ils ont le temps, ou parce qu'ils ont l'énergie, la volonté, l'ambition peut-être aussi, vont se lancer avec zéro et vont arriver à créer des boîtes. Et ce qui, je pense, va se passer, c'est qu'elles vont très vite rencontrer ou pas leur marché, mais si elles le rencontrent, elles ont un product market fit qui va arriver, comme Submagic est un bon exemple. 1 million de MRR, super, tu as ton product market fit, visiblement, de revenus récurrents mensuels. Et donc, elles vont très vite arriver à une position où, tout d'un coup, il va se poser la question de passer à l'échelle. Et c'est là qu'elles vont lever des fonds. Mais elles vont lever des fonds après avoir développé un produit, après que ce produit ait rencontré son marché, après avoir commencé à générer du revenu, pour en faire une marque globale, internationale, développer ou toucher des marchés adjacents. Donc, je pense que le pré-seed, le seed, risque de disparaître et on va retrouver des investisseurs plus tard dans la chaîne de valeur, en série A, avec des boîtes rentables déjà. Et ça change complètement la structure actuelle de comment est-ce qu'on crée une start-up. Ouais. Deux remarques là-dessus. C'est vrai que pour apporter aussi une nuance quand même sur des boîtes qui sont bootstrappées, donc qui ne lèvent pas de fonds au début et qui peuvent mettre un petit capital au début, mais c'est des boîtes quand même qui font pas d'acquisition payante, qui vont du coup être sur de l'organique, sur la création de contenu. Et c'est des services assez sommaires quand même, quelque part. Oui. Mais parce que tu as des contre-exemples, regarde OpenAI qui lève 150 milliards, et qui lève à une valeur de 150 milliards et qui lève 7 milliards. 6 ou 7 milliards. 6,6, je crois. Et donc, mais il va y avoir différentes catégories de startups. Et puis tu as des startups de deep tech, tu vois, où là vraiment on a besoin d'investir énormément, massivement. Un bon exemple, c'est la biotech, où quand on met au point... Oui. Donc, je ne veux pas dire que ça va être... Mais aujourd'hui, on vit quand même, et notamment la French Tech, toute cette Startup Nation,
c'est super, on a fait naître un enthousiasme, et il y a plus en plus de jeunes qui veulent monter leur start-up, c'est génial. On en avait besoin, parce que moi, quand je suis parti aux États-Unis en 2010, je peux vous dire que l'écosystème, il ressemblait pas à la même chose. C'était des réunions au MEDEF avec des gens des banques qui nous expliquaient comment monter une start-up. T'avais envie de te tirer une balle. Mais on a quand même aussi créé une génération qui pense que, ok, j'ai un projet, j'ai une idée de start-up, mais il me faut des aides. Il faut que je lève de l'argent, il faut que j'ai des business angels, sinon je me lance pas. Ouais, alors, la nouvelle génération, moi je trouve, en France, est beaucoup plus dans la création et le partage de contenu, parce que c'est des personnes qui ont grandi avec les réseaux et qui savent l'importance et l'impact des réseaux, qui ont vu aussi des succès hyper importants sur les réseaux. Donc là, je parle peut-être entre 15 et 25 ans, enfin moins de 25 ans, et qui vont, du coup, qui ont l'énergie de se dire, moi, j'ai un peu de temps, en parallèle de mes études, je vais me lancer. Exactement. Et je vais partager mon contenu. Tu vois, c'est ce que je te dis, énergie, temps, ambition. Ouais. Mais ça reste sur de l'organique au début. Est-ce qu'il n'y aura pas une explosion du contenu organique parce que chacun va vouloir lancer son projet dans tous les sens? C'est aussi des gens qui sortent du circuit traditionnel des écoles de commerce. Moi, je remarque. Parce que les mecs qui font HEC ou les SEC ou les grandes écoles comme ça de commerce, le système, il est fait pour eux. Donc, ils se disent, moi, je sors d'HEC, donc je vais lever de l'argent. Mais ceux qui ne sortent pas d'HEC et qui sont, tu vois, parce que je les appelle les cafards, et c'est formidable, les cafards. Pour moi, ce n'est pas du tout une insulte. Parce que moi, les mecs qui sortent d'HEC, c'est des labradors. C'est l'animal préféré des enfants. Ça a le poil soyeux, tout le monde les adore. Ça pense qu'à une chose, ça a bouffé, quoi. Mais quand tu les fais courir, si tu les fais courir face à un lévrier, c'est pas eux qui vont gagner la course, quoi. Tu vois. Là, t'as ton short, là, quoi, tu vois, pour HEC. Mais les cafards, qui sont des êtres plutôt dégoûtants. Personne n'a envie d'avoir un cafard comme animal domestique. Quand on en voit un, on a plus envie de le tuer que de l'adopter. Mais c'est des mecs qui résistent à tout. Bombe nucléaire, ils s'en foutent, le cafard, il survit. Et donc, il y a cette génération de cafards qui bootstrap, qui ne demandent rien à personne, qui s'en foutent s'ils sont un statut JEI ou s'ils ont le C2I ou le machin. Ils y vont et rien à foutre. Ils sont même, ça se trouve à Bali, tu vois, vivre, même pas en France, ou à Dubaï, j'en sais rien, quoi, tu vois. Et qui créent des business comme ça, on va en voir de plus en plus. Et ils n'ont pas besoin de l'écosystème, en fait. Et ça, je trouve ça génial. Et cette génération dont tu parles, en plus, elle maîtrise parfaitement les réseaux. Donc, son go-to-market, elle sait exactement comment le faire. Elle sait utiliser TikTok, elle sait utiliser YouTube. Voilà, quoi. Je pense qu'il vaut mieux passer du temps dans ton podcast à parler d'un produit qu'on lance plutôt que de faire le énième concours de la BPI en espérant boire une coupe de champagne et un petit four sous les dorures de l'Élysée. En termes de go-to-market, il vaut mieux aller parler à Louis, quoi. Changer de sujet, là on parlait d'entrepreneuriat d'IA. À un moment, tu avais évoqué le fait que nous, on était plus moral et les États-Unis, côté légal. C'est vrai qu'en France, parfois il y a des freins sur l'avancée de l'IA et on le voit maintenant parce que des produits qui sortent aux US qui sont pas disponibles en France. Moi, et donc, moi, je vous plains. Et on accuse du retard dessus. C'est quoi ton regard là-dessus? Qu'est-ce que tu observes sur la partie, en fait, derrière, on parle d'éthique, des biais algorithmiques potentiels qui sont présents, mais voilà, les limites, tous ces sujets-là et l'aspect aussi, gestion des données qui est quand même au centre. Il faut se rappeler, quand l'automobile est apparue, et je t'enverrai cette pub, qui est, si tu veux la partager, des premières voitures et des premières réclames qu'on faisait pour les premiers véhicules. Ok ? Et le titre, tu verras, il y avait marqué « Don't panic ». Donc, il y avait une voiture, et tout le texte, quand tu le lisais, le truc t'expliquait que ce modèle-là, il avait des freins, qu'on pouvait freiner, et que donc... voilà. Non, je veux dire par là que quand on a lancé l'automobile, c'était un truc ultra dangereux. Et on n'avait pas les airbags, l'ABS, la ceinture de sécurité... Voilà, sauf qu'on est dans une société aujourd'hui, notamment en France, qui est encore plus vrai, puisque
on a ce qu'on appelle le principe de précaution, qui est même devenu d'ailleurs un principe qu'on a inscrit dans notre constitution française. Ce principe-là, il n'existe pas dans la constitution américaine. Il existe dans la constitution française. Donc j'ai l'impression que quand de la technologie, quand le progrès arrive, et à cause de ce principe de précaution, on demande à ce que cette technologie et ce progrès soient équipés d'ABS, d'airbags, de ceintures, machin. Mais tout ça est arrivé progressivement. Et je trouve d'ailleurs que ces mesures de sécurité arrivent beaucoup plus rapidement aujourd'hui qu'elles n'arrivaient au temps de l'automobile. Combien de temps on a attendu avant d'avoir une ceinture de sécurité, un freinage amélioré et tout un tas de choses comme ça. Sauf que notre société, elle n'accepte plus. Il faut qu'il y ait un risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. Moi, je dis sur l'intelligence artificielle qu'il est très dangereux de dire aux gens il ne va y avoir aucun impact, tout va bien se passer et vous n'allez pas souffrir parce qu'on a réglementé. Parce que alors, par contre, en Europe, on est les rois de la réglementation. On pourra revenir là-dessus. Et pour faire en sorte d'effacer tout risque possible, à vous, citoyens, parce que vous êtes un peu cons, quoi, et que vous n'êtes pas capable d'assumer les risques tout seul. Et d'ailleurs, on vous dit, attention, c'est très dangereux, parce que ça nous permet d'avoir un rôle dans ce truc-là. Et comment le rôle on ne peut plus avoir un rôle d'innovation, parce qu'on est complètement à la ramasse, quoi, par rapport aux Américains. On a adopté le rôle d'arbitre. Donc, dans cette partie de tennis sur l'intelligence artificielle qui est entre les États-Unis et la Chine, on regarde passer la balle, mais on est aussi le juge-arbitre. On est celui qui dit « Attention, la balle est out. » Voilà, on compte les points. Et donc, on a besoin de faire peur à la population pour dire « Ouais, mais vous voyez, il y a besoin de règles. » Et ça tombe bien, parce que la seule chose que nous, on sait faire, c'est des règles. Donc, je pense que... je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient. Si c'est conscient, c'est très grave. Si c'est inconscient, c'est plus un aveu d'échec. C'est dommage. Ouais. Mais voilà, quoi. Donc, je pense qu'il faut dire aux gens, non, il va y avoir un impact négatif. Mais le net sera positif. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de choses négatives. Vous allez peut-être même perdre votre job. Mais on va faire aussi des avancées incroyables dans des secteurs, par exemple, comme la médecine, la recherche, la science, tout un tas de choses comme ça, et même le business. Et que quand on regardera le bilan de ça, je pense que le net sera plutôt positif. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura pas eu des dommages collatéraux. Il y en aura eu. Ce rôle d'arbitre que peut avoir l'Europe... on a viré l'arbitre, là. Thierry Breton a été dégagé. Mais en tout cas, on avertit, c'est vrai, sur les limites et on les explicite. Est-ce que ça a un impact vraiment pour... Ah bah oui, l'impact que ça a... Mais l'impact aussi sur les boîtes américaines. Mais oui, quand l'Europe s'est transformée et a nommé Thierry Breton et lui a donné cette mission qui s'en est emparé comme un Torquemada, tu vois, grand inquisiteur de la technologie, qui lui prend la morale et dit ça c'est bien, ça c'est mal, et je suis le grand défenseur de cette morale. Moi j'ai dit, faites gaffe, parce que la Silicon Valley, parce que les géants de la tech, ce qu'on appelle les Magnificent Seven, c'est-à-dire ces 7 sociétés ultra capitalisées que sont Meta, Nvidia aujourd'hui, mais Amazon, Google, Apple, Microsoft, il m'en manque une. Je sais pas, on va la retrouver. Bah voilà, si vous nous écoutez, c'est qui la 7e qu'on a zappé là. J'ai dit faites gaffe parce qu'ils vont faire l'impasse sur l'Europe. Tout le monde m'a hurlé dessus en disant mais non, mais n'importe quoi. L'Europe est un marché beaucoup trop important économiquement. Ils vont se plier aux règles. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que là, effectivement. Et ça s'inscrit aussi dans un schéma politique et macro-économique de repli sur soi. Et les Américains sont en train de se dire, non, mais nous, on a un marché colossal, organique. Si l'Europe n'en veut pas, c'est pas grave. Ray-Ban, les lunettes Meta avec Ray-Ban, vous les avez pas, quoi.
Et puis il y a une course sur le marché intérieur aussi entre les entreprises. Voilà. Donc on va déjà prendre notre marché américain, on va déjà déterminer qui va gagner sur le marché américain. Et le marché américain est un marché qui est en volume identique à celui de l'Europe, mais qui en termes de consommation est 6 fois supérieur. C'est-à-dire que les Américains consomment 6 fois plus de technologie payent pour de la technologie 6 fois plus que les Européens. Et en plus, au-delà de ça, c'est un marché qui a un pouvoir d'achat. On l'a vu, le PIB par habitant aux États-Unis, il est 2 à 3 fois supérieur que le PIB. Donc ils ont une capacité aussi de consommation qui est plus forte. Et donc ils sont à se livrer la guerre. Voilà. Bon, la Chine, c'est l'ennemi. Donc on ne fait pas de business en Chine. De toute façon, la Chine ne nous permet pas de faire du business là-bas. Là, on est en train de leur rendre la monnaie de la pièce en leur disant vous n'allez pas faire de business chez nous non plus. Il y a toutes ces interrogations sur TikTok en ce moment, et on le voit. Et je pense que l'avenir de TikTok aux États-Unis est compromis. Restait l'Europe. Bon, l'Europe ne veut pas de nous, et dans son délire, je ne sais pas si c'est un délire, mais en tout cas, ils sont dans cette question de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc, on va les laisser phosphorer entre philosophes. On va maximiser le marché américain, et puis on va ouvrir de nouvelles poches. Et je pense que les nouvelles poches très intéressantes que regardent les Américains, c'est l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ouais. Et l'Afrique, c'est très intéressant parce que cette intelligence artificielle va permettre aux Africains de faire un bond quantique. Ah ouais. On l'a vu dans l'éducation, c'est-à-dire que les Africains, ils ne sont pas passés comme nous de rien à des écoles, puis des écoles, des universités, nanana. Ils sont passés de rien à je me forme sur mon mobile, quoi. Ouais. Et je me forme online. Bon, les Américains disent eux, ils ne sont pas en capacité de créer leur propre modèle, leur propre solution. Ils en ont besoin. Et donc, on va les servir. Et c'est une population absolument colossale en termes de démographie. Il y aura du business à faire. Bon, pendant ce temps-là, l'Europe ne pourra toujours pas statuer sur le bien et le mal. Ouais. Après, ça me fait penser à une phrase que tu avais dit je dis beaucoup de conneries aussi. Donc, il y a un an, où tu t'espérais que dans quelques décennies, 2040-2050, il n'y ait pas 4-5 boîtes qui contrôlent le monde. Ouais. J'avais beaucoup d'espoir dans le Web 3 et dans la décentralisation. Ouais. Comment tu vois ça évoluer quand tu vois des succès comme OpenAI? Bon, après, il y a des boîtes quand même anthropiques, Perplexity, qui arrivent à se démarquer. Est-ce qu'ils ne vont pas à un moment être, c'est sûr, engloutis par les plus gros? C'est quoi ton regard et aussi le ressenti dans la Silicon Valley de ces boîtes qui contrôlent tout? Tant qu'elles sont américaines, ça ne les dérange pas. En France, moi, c'est vrai que parfois, je peux échanger avec des entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur l'IA. Et ils se disent, mais en fait, moi, peut-être que le marché que je vais choisir, demain, il va être englouti par telle feature de tel outil. Ah ouais. Et en fait, ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a cette interrogation, ce scepticisme chez les entrepreneurs dans la Silicon Valley? Moins parce qu'aux États-Unis, il y a un principe fondamental du capitalisme, c'est la loi antitrust. Et faire en sorte que les géants n'aient pas de situation monopolistique. On le voit en ce moment avec Google. Google est en train d'être démantelé. Alphabet. Donc, je pense que les Américains ont confiance. Ils adorent créer des géants qui grandissent très très vite. Et c'est le principe du capitalisme. Léon Blum, en 1937, avait une phrase absolument incroyable. Vous voyez, je cite Léon Blum, un Français qu'on ne peut pas taxer d'être un affreux capitaliste, président du Front populaire. Il disait, dans la phrase n'est peut-être pas exacte, mais le modèle capitaliste américain est designé pour faire en sorte qu'on crée des leaders sur le marché très rapidement. Alors que le modèle capitaliste français est fait en sorte pour que les leaders actuels ne meurent jamais. Mais il suffit de regarder l'âge du capitaine du CAC 40, quoi, et de regarder les boîtes et combien de temps ça fait qu'elles sont dans le CAC 40. Je pense que Léon Blum, en 1937, avait déjà bien compris ce qui allait se passer. Les Magnificent Seven dont on parle, c'est des boîtes qui ont moins de 30 ans. Ouais.
Pour certaines, d'ailleurs, moins de 15 ans, quoi. Donc, ils adorent et ils ont une machine pour créer, en fait, des leaders très, très rapidement. Mais quand ce leader devient trop puissant, la société américaine et l'État américain fait en sorte de démanteler ces leaders. On l'a vu dans le secteur des télécommunications, on l'a vu dans aussi la technologie. Microsoft a été démantelé à une époque. Donc, je pense que les Américains ont confiance en ça. Ils se disent il n'y aura pas de monopole. Mais il peut y avoir des oligopoles. Et c'est plutôt pas mal comme modèle, où on a 3-4 acteurs qui émergent et qui se tirent la bourre. Mais on ne sera pas dans une situation monopolistique. Le problème de l'Europe, c'est qu'ils ne sont pas capables de créer un seul leader qui truste le marché, et que donc ils héritent des leaders américains, qui, eux, effectivement, prennent une situation monopolistique sur le marché européen. Ce qui est une menace pour l'Europe, et je comprends. Alors, on est dans un délire souverainiste, et on se dit, mais non, on va créer des alternatives européennes. C'est impossible, on est incapable, on n'a pas la structure, on n'a pas les capitaux, on n'a pas le modèle de pensée pour faire ça. On l'a bien vu quand on a essayé de créer Quant, quand on a essayé de créer des trucs comme ça, à chaque fois on s'est planté. Alors là, il y a un espoir tout d'un coup avec Mistral dans l'intelligence artificielle. Mais est-ce que l'IA va justement pas permettre quand même de créer un petit peu des répliques des alternatives? Alors plutôt, ça sera sûrement peut-être au niveau national. L'open source est très intéressant. Je pense qu'il faut voir les modèles LLM comme si on prend l'industrie de l'informatique, tu vois, il y avait les CPU fabriqués par Intel. Et les LLM, c'est comme des CPU. Alors, tu donnes un CPU à quelqu'un. Regarde, Apple, maintenant, ils font leur propre CPU, mais ils ont travaillé sur les CPU d'Intel pendant très, très longtemps. Mais ils ont construit une couche par-dessus, hardware, software, qui était absolument unique, mais qui travaillait sur un CPU qui, lui, était disponible sur le marché pour tout le monde. Est-ce que Apple n'avait pas une spécificité, une singularité et quelque chose de magique? Bien sûr que si. Donc je pense qu'au lieu d'essayer de lutter et de créer notre propre CPU, prenons les CPU qu'il y a sur le marché aujourd'hui, les LLM qu'il y a sur le marché aujourd'hui, et fabriquons le Next Apple. Et quand on aura fabriqué cet Apple, oui, comme Apple, on pourra peut-être créer notre propre CPU, nous aussi. Et je pense qu'on prend le problème à l'envers. On se dit, les Américains font des CPU, font des LLM, donc nous aussi, on va faire des LLM, sauf qu'on n'en a pas, sauf que nous, on a 2 élastiques et 3 cure-dents pour le faire, à l'inverse des Américains, et on s'étonne à la fin qu'on n'y est pas arrivé. C'est pas parce qu'on a manqué de talent, parce qu'on a des talents incroyables. C'est pas parce qu'on a manqué d'ambition, parce que je pense qu'on a cette ambition-là. Mais c'est juste qu'on n'a pas la structure de capital pour le faire, et qu'en plus, on se charge avec un sac à dos, avec des kilos dedans, avec de la réglementation, qui fait qu'en plus, on décide de courir le 100 mètres avec un sac à dos de 30 kilos. Après, c'est juste débile, quoi. Cette frustration, d'ailleurs, elle a été exprimée par le CEO de Mistral. Oui, par Arthur. Et après... Par exemple, Mistral, sans rester que sur le cas Mistral, mais a réussi... Il est très intéressant, Mistral. Je peux te parler de Mistral, ça peut être intéressant de parler de Mistral. Mais justement, a réussi à rattraper le retard sur les modèles. Les modèles, maintenant on le sait de plus en plus, c'est une commodité. Que le niveau de performance, il va être plus ou moins similaire entre tous les modèles. Après, c'est plus l'écosystème qui est créé autour. Par exemple, à OpenAI, toutes les fonctionnalités supplémentaires. Et les développeurs. Les outils qui sont partagés pour permettre de construire quelque chose sur ces modèles-là. Ça va peut-être être plus difficile pour les modèles open source de suivre et de créer un écosystème puissant autour. Peut-être que Meta va réussir à le faire. Mais est-ce que, tu vois, il y a quand même, pour contredire ce que tu venais de dire, le succès de Mistral où avec une petite équipe... Mais il n'y a pas de succès chez Mistral. Je parle en termes de performance des modèles. Comparable à ce que peut... être que ce soit un modèle open source comme Llama ou les modèles d'OpenAI Anthropic. Aujourd'hui, le modèle Mistral est utilisé par moins de 1% des développeurs. Et donc, ça, c'est sur l'aspect go-to-market, mais sur l'aspect performance. Voilà. Alors, sur l'aspect performance,
Mais c'est pas grave, moins d'1%, il faut bien partir de quelque part. Ouais. La Belgique n'a pas de modèle, hein. Tu vois, il y a d'autres pays qui ils sont très très loin de ça. Donc moi, quand je le dis, c'est pas c'est un point de départ. Les gens que je connais chez OpenAI à San Francisco qui me parlent de Mistral, ils sont impressionnés. Les mecs, ils hallucinent. Ils disent comment une boîte française qui part presque 10 ans après nous, avec 3 pelés, 4 tondus, brillantissimes, okay, des capitaux ridicules. Et pourtant, quand Mistral, je me rappelle, a fait sa première levée de fonds, tout le monde disait n'importe quoi, on file 100 millions à une boîte pour l'intelligence artificielle, on ferait mieux d'aider, je ne sais pas quoi. Donc, et 100 millions, c'est pocket money hein, quand on fait ce truc-là. Et ils sont super impressionnés, ils disent, mais... alors, ils ne le disent pas publiquement, mais ils disent, mais ils sont arrivés à faire un truc, ils sont arrivés à un niveau technologique que nous, on est incapable de faire avec si peu de moyens. Okay, et ça les impressionne énormément. Maintenant, le Mistral est un produit purement politique français. C'est-à-dire qu'il nous fallait quelqu'un, okay, on l'a fait émerger, et c'est génial. On lui a donné ce qu'on a pu lui donner, ce qui n'est pas grand-chose, pour être très honnête. D'ailleurs, ils ont été obligés d'aller chercher des capitaux étrangers pour se développer. On n'a pas non plus d'infrastructure de data pour... donc il fallait absolument qu'ils signent ce contrat avec Microsoft, comme d'ailleurs OpenAI l'a fait, pour avoir l'infrastructure Azure, qui, au-delà de l'infrastructure, est aussi un fabuleux outil de go-to-market pour aller chercher des clients. Donc ils sont dans cette logique-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le politique dit, bah voilà, on a Mistral, donc on en a un, ça suffit, et on ne fait plus rien d'autre. Alors qu'aux États-Unis, on lance plusieurs Mistral. Il y a OpenAI, comme tu le disais, il y a Anthropic, il y a Perplexity. Là, il semblerait... il y a Suitskever qui... Après, Perplexity n'utilise pas son propre modèle, ils utilisent le modèle Llama qu'ils ont fine-tuné, etc. Ouais, ok, mais peu importe, ils pourraient utiliser Mistral ou des choses comme ça, mais il y a Suitskever qui est en train visiblement, qui vient de lever 1 milliard. Hein. Il est sorti, l'ancien cofondateur d'OpenAI, et il a posé sa dème, et on lui a tout de suite donné, dans les mois qui suivent, 1 milliard, et il est en train de créer son propre truc. Mira Murati, l'ancienne CTO d'OpenAI, est sortie visiblement... je pense qu'elle est en tractation, soit pour rejoindre Google, Apple, ou soit pour elle aussi monter son propre truc. Donc on lance plusieurs chevaux. Moi, ce qui m'inquiète en France, c'est qu'on a Mistral. Et moi, je vois plein de mecs et de filles, mais beaucoup de mecs malheureusement aussi, qui me disent « mais je suis obligé de me barrer de la France, parce que moi, je veux monter des modèles. » Il n'y a plus de place en France. Mistral a trusté complètement le marché. Ouais. Et puis, il y en a... Et donc, je suis obligé de venir aux États-Unis. L'année dernière, 2023, il y a 149 nouveaux large language models qui ont été financés aux États-Unis. Ils ne vont pas tous réussir. Hein. À la fin, il n'y en aura peut-être que 2 ou 3 qui vont devenir successful. Donc moi, c'est ça ce qui me fait peur. C'est que c'est génial Mistral, et ils font un travail remarquable. C'est super. Mais il faut qu'on colle beaucoup plus de spaghettis au mur si on veut avoir une chance de réussir. Ouais. Après, c'est vrai que lancer une boîte, monter une équipe pour lancer un LLM sur le marché français, c'est compliqué aussi pour aller chercher des capitaux, pour justifier aux investisseurs. En fait, nous, il y a Mistral, mais on veut les remplacer et on veut prendre une place mondiale. Pas les remplacer, on veut exister à côté de Mistral et proposer... Mais même pour un investisseur, se dire, je vais investir dans cette équipe, vu la place que prend Mistral... Sur le marché français, mais le marché français, on s'en fout. Oui. Et pourquoi pas aller chercher des investisseurs américains ? Visiblement, ils ont de l'argent à déployer. Et ils ne déploient de l'argent en ce moment que sur le sujet de l'IA. Voilà. Il n'y a plus que ce sujet-là. Donc, et aujourd'hui, les critères, et c'est valable en France, mais aux États-Unis, les critères, c'est quoi ? C'est tu fais un truc dans l'IA, tu as un profil ultra expert, soit parce que tu as fait une très belle école ou que tu as bossé sur ce sujet-là ailleurs. D'ailleurs, les gens de Mistral sont un bon exemple. Hein. Ouais. On sait d'où ils sortent.
Ils sortent pas de chez Thales. Hein. Ils sortent pas de chez Dassault Systèmes. Hein. Ils sortent de chez Google et de chez Meta. Donc, si tu as ce profil-là, et qu'en plus tu as un profil hyper expert scientifique, mathématicien, et puis si tu es présent sur le marché américain. Donc, si tu ne coches pas ces 3 cases-là, aujourd'hui, on ne te donne pas d'argent. Hein. Et donc, il faut faire un truc sur l'IA, fondamental ou pas, d'ailleurs. Hein, c'est pas forcément fondamental, ça peut être applicatif. Hein. Avoir un profil super high level, et une équipe super high level, et regarder le monde. Ouais. Après, pour l'instant, c'est vrai que ces boîtes qui ont beaucoup levé, ils ont du mal à trouver leur business model. Attends. Tu dis, ils ont du mal à trouver leur business model, ils ont du mal à faire du revenu. Pour l'instant, ouais. Mais ça, on s'en fout. Hein. Oui. Aux États-Unis, on n'en a rien à faire. Hein. Mais pour quand même... alors, aux États-Unis, ok, peut-être... en fait, là, mon point, c'était d'aborder le fait qu'il y a des boîtes qui continuent de lever des fonds. Oui. Mais c'est vrai qu'au bout de série B, série C, je pense à Perplexity par exemple, ou même à Mistral, des boîtes qui doivent quand même montrer une traction financière. Ouais. C'est difficile de trouver le bon business model dans cette logique d'IA, que ce soit de modèles applicatifs. Est-ce que tu vois des changements de business model ? Je pense par exemple à Salesforce qui parle d'agents IA où tu payes au ticket résolu. D'autres boîtes qui lancent des licences annuelles qui reviennent un petit peu à ces formats-là. Et est-ce que tu ressens aussi en ce moment dans la Silicon Valley des changements de business model assez forts? À cause de l'IA. Ouais, bien sûr. Je pense que en fait, ce qui se passe, c'est que le modèle de logiciel, j'essaie de parler en français, je suis désolé, j'utilise pas mal d'anglicismes mystérieux, mais par siège, per seat, quoi, en fait, c'est-à-dire par licence utilisateur. Voilà. L'IA est en train de bousculer complètement ce modèle-là. Pourquoi ? Et il a intérêt, d'ailleurs, le SaaS a intérêt à intégrer cette notion-là très très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on revient au début de notre conversation, l'objectif, c'est de supprimer des gens. Donc, si tu supprimes des gens, tu supprimes des licences utilisateurs. S'il y a moins de gens, il y a moins d'utilisateurs. S'il y a moins d'utilisateurs, il y a moins de licences. S'il y a moins de licences, il y a moins de revenus. Donc, les acteurs du SaaS aux États-Unis, ils ont très vite compris qu'il ne s'agissait pas de vendre des licences par utilisateur, parce que si on déroule le fil, il se peut qu'il y ait des organisations qui n'aient aucun utilisateur et qui pourtant auront besoin de notre service. Donc, il y a une grosse transition en ce moment sur la notion de token. Effectivement, ce que tu dis, c'est l'usage. C'est-à-dire que peu importe ce que ce soit un humain ou un agent, la question c'est quel usage vous faites de notre technologie. Je pense que quand on regarde par exemple la grande révolution qui est en train de faire Canva en ce moment, avec son pricing, là, ils sont en plein milieu d'un changement de pricing et tout ça. Ils l'ont bien compris, hein, Canva, et ils ont intégré des fonctions d'IA génialissimes dans leurs produits, qui sont des petits trucs, mais qui marchent super bien et qui sont à base d'intelligence artificielle, qui sont vraiment en capacité de comprendre ce que tu es en train d'essayer de faire et de t'aider à être plus productif. Ça. Donc, il va y avoir effectivement une notion de token, c'est-à-dire d'usage. Tu as accès à notre technologie, c'est une API d'un agent, et c'est l'usage que tu vas en faire qui va déterminer le prix que tu vas payer. Donc, je pense que là, il y a une grosse modification du modèle économique de tous les acteurs du SaaS. C'est évident. C'est-à-dire que je te prends un autre exemple, tu es Penny Lane. Ouais. Ou Conto, tu vois. La question, je pense que l'accès à l'outil va bientôt être gratos, parce qu'en plus, ils ont intérêt, Penny Lane, à ce que tout le monde utilise leur outil pour faire sa compta. C'est ça, hein, ça fait de la compta, Penny Lane, je ne suis pas utilisateur, mais et ça marche très très bien. En revanche, quel est le niveau de sophistication d'intelligence artificielle ? Comment tu veux interpréter ces données ? Est-ce que tu veux que le truc analyse tes chiffres pour te faire des recommandations, pour optimiser, j'en sais rien, tes charges, pour te faire des suggestions sur une optimisation de la qualification de ton revenu ? Tu utilises de la ressource. Là, tu vas demander à Penny Lane, bon, écoute, moi, j'ai
un minimum de CPU chez toi, de GPU en l'occurrence, mais je veux pousser la machine plus fort. Donc, je vais payer pour ça, quoi. Et peut-être temporairement, parce que là, j'ai un sujet. Bon, c'est bon, ça m'a produit de l'intelligence, au sens américain du terme, c'est-à-dire de l'information, de la donnée. Là, je réduis le moteur. Ah ouais. J'arrête et... Je continue à utiliser Pennyline, mais j'ai pas besoin d'être sur un V8, là. Je retombe sur un 4 cylindres. J'ai pas besoin de 8 cylindres, tu vois. Mais là sur Pennyline, c'est un exemple, mais c'est vrai où le besoin il est long terme, on peut pas se passer et arrêter d'avoir un comptable. Tu auras la version minimum. Mais il y a certaines boîtes où justement tu as un besoin, par exemple sur la prospection, à un moment. Voilà, tu as besoin de. Maintenant, tu as un besoin fort de prospection, et en fait, peut-être que le mois d'après, en fait, tu as une fluctuation, un contrôle qui va être un peu augmenté sur les logiciels. Et ce qui était intéressant, c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'utilisateur derrière ça. Ouais. Donc c'est une erreur absolue d'aller vendre une licence derrière un mec qui, peut disparaître et qui, en plus, n'est pas représentatif de la valeur. C'est pas parce que tu as 10 mecs et 10 licences utilisateurs que tu vas créer 10 fois plus de valeur. Ouais. En fait, c'est le logiciel qui crée la valeur. Donc c'est l'output qui devrait être valorisé dans le pricing. C'est quel output tu veux, qu'est-ce que tu t'attends que ton logiciel te sorte, plutôt que l'input. Ouais. Et donc ça va être très intéressant. Très, très inspirant. Pour terminer le podcast, je vois que l'heure tourne. Petite dernière question. Est-ce que toi, c'est quoi les dernières un peu innovations que tu as vues dans l'IA, où tu t'es dit, en fait là, bon, ça va un peu trop loin dans la Silicon Valley, parce que forcément, c'est quand même plus en avance que ce qu'on peut avoir en Europe. Tu t'es dit, non, là, ça part un peu en cacahuète, que ça soit B2C ou B2B. Alors moi, je suis d'un naturel très optimiste et mon seuil d'alerte est très, est très haut, quoi. Donc, je m'enthousiasme. J'ai plus une approche de dire... tiens, c'est intéressant, ça, on a beaucoup parlé, tu vois, de modèle culturel. Ouais. La différence de ce modèle culturel entre la France et les États-Unis. En France, c'est la pensée qui drive l'action. Ouais. C'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup avant d'agir. Et les États-Unis, c'est l'action qui drive la pensée. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais faire des trucs, et je sais que parmi ces trucs-là, il va y avoir beaucoup d'erreurs, mais chaque erreur va m'apprendre quelque chose. Ouais. C'est comme ça que j'ai avancé, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que je vais avancer, parce que tant que je ne fais pas ces erreurs-là, et donc pour faire des erreurs, il faut agir, que ce soit dans le bien ou dans le mal, on revient encore à la même question, peu importe, parce que chaque action, bien ou mal, encapsule des informations qui me permet de comprendre plus vite que les autres et d'avancer plus vite. Donc moi, je pense qu'il faut être dans l'action. Donc je suis un accélérationniste, et je pense qu'il faut quand même une forme de réglementation, comme on a une agence de l'atome, tu vois, sur les questions nucléaires, pour que le résultat de ces actions soit analysé et qu'on détermine est-ce qu'on ne va pas trop loin, tout ça. Moi, je suis très enthousiaste par la direction qu'a donnée Elon Musk avec Tesla la semaine dernière, avec Optimus, le robot taxi, parce que ça, c'est de l'intelligence artificielle, hein, tout ça, c'est de l'IA. Alors, bien évidemment, les gens disent oui, mais c'est téléopéré. Les robots étaient contrôlés par les humains. Oui, je me suis écharpé avec Yann Lequin sur le sujet sur Twitter, mais je lui ai dit à Yann, mais c'est pas le sujet. Je rappelle que la dernière fois que Musk a présenté des robots, c'était des comédiens déguisés en robots. C'était ça, la dernière fois. Là, c'est pas des comédiens déguisés en robots, c'est des véritables prouesses sur un plan robotique qui sont incroyables. Yes, il n'y a pas encore l'intelligence artificielle derrière. C'est des mecs qui sont téléopérés, qui commandent
une partie du robot et qui surtout dialogue avec les gens. Mais c'est déjà une prouesse. Mais ça donne une direction. Encore une fois, c'est comme l'automobile. On n'a pas encore le tableau de bord, on n'a pas encore l'ABS, mais on va l'avoir. C'est évident. Là, ce que dit Musk, c'est de dire, voilà, j'oriente ma boîte dans cette direction-là. On progresse, on en est là aujourd'hui, mais vous comprenez très bien où est-ce qu'on va aller. Et by the way, ce qui est très intéressant, c'est la séquence d'événements de cette annonce, parce qu'on croit que Musk, c'est une sorte d'Asperger qui réfléchit pas et qui il dit beaucoup de conneries, c'est vrai. Mais tout est calculé. Vous remarquerez que quelques jours plus tard, SpaceX, parce que voilà, fait ce retour de fusée absolument incroyable. Et ce retour de fusée réussi du premier coup, à la première tentative, fait écho à l'annonce de Tesla et des robots de dire « Je vous ai donné un cap, je vous ai donné une direction. Et d'ailleurs, je vous ai montré un futur qui est plutôt radieux, pas du tout dystopique, où on va transformer les parkings en parcs verts, on va régler les problèmes du climat grâce aux véhicules électriques, on va améliorer la sécurité, tout un tas de choses comme ça. Et SpaceX vous démontre aujourd'hui que je sais exécuter une vision industrielle et faire des choses qui paraissent complètement utopiques, qui paraissent complètement folles. Mais regardez SpaceX, ce que je suis capable de faire. Donc moi, ça me rend très optimiste, tu vois, par rapport à ça. Qu'est-ce qui me fait peur? Là où ça me fait un petit peu peur, c'est plus la vision d'un Larry Ellison chez Oracle ou de Schmidt en ce moment qui va utiliser cette intelligence artificielle pour des questions de sécurité, de surveillance. Et ça m'inquiète quand je regarde Tesla, qui n'a pas fait le choix du lidar ou du radar, mais qui utilise des caméras. Et qui engrange des datas absolument incroyables, non seulement de la part de ces véhicules, mais la technologie est tellement bas niveau qu'ils ont décidé d'utiliser, que du coup, elle va devenir interopérable avec d'autres caméras qui existent déjà. Celle de nos sonnettes à San Francisco, on a tous des sonnettes avec une caméra, celle des villes avec tout un tas de trucs comme ça. Donc ça me fait un petit peu peur, ce côté un peu surveillance. Et je sais que les gens ont envie de plus de sécurité. Moi, j'ai pas envie de plus de sécurité. Ouais, ok. Intéressant. Et merci encore merci Louis de cette conversation. C'était top. Ouais, c'était très intéressant. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à partager vos retours en commentaire. Et puis, Carlos, à une prochaine. J'invite aussi ceux qui ont regardé cet épisode, s'ils l'ont apprécié, à te suivre sur Silicon Carnet. Moi, je t'invite à venir à San Francisco. Et cette fois, on sera dans mon studio à San Francisco et on fera un épisode ensemble. C'est moi qui te recevrai. Merci, avec plaisir. Salut. Bye.